Le peuple français souffrait et que c'était seulement le gouvernement qu'il ne fallait pas plaindre. Mais moi, je dis qu'il faut même plaindre le peuple français. Parce qu'avec ce qui se passe là, ces ONG-là n'existent plus en France. L'opinion internationale, l'opinion française n'existe pas. Le peuple français même lui-même n'existe pas. Les individus français là, ils n'existent pas ou bien ils ne sont pas au courant de l'actualité. Ils n'ont jamais pris position pour un peuple africain contre le gouvernement. Alors, mais pourquoi est-ce que quand, par exemple, ce serait cruel de le dire, ce serait peut-être sans cœur de croire que quand les Arabes, Boko Haram, tuent ou bien les tuent, bon, personne n'a épargné, c'est vrai, mais moi, ça ne me fait ni chaud, ni froid que le peuple français soit massacré par les djihadistes. Parce que c'est de la même manière que, officiellement, leurs autorités nous massacrent et ça ne leur dit rien. Donc, je ne voudrais plus que sur Afrique Média, qu'on fasse, pour moi, qu'on fasse semblant d'être émotif par rapport au peuple français. Parce que ce peuple-là est informé de ce que son gouvernement fait. Ou bien aujourd'hui, ils sont devenus ignorants. Ce qui m'étonnerait des Français. Il n'y a jamais eu de réaction concernant le peuple français contre leur gouvernement par rapport à ce qu'ils font en Afrique et dans le monde. C'est ce que je voudrais dire. Merci. D'accord, merci à vous de nous avoir appelés. Nous allons poursuivre avec les appels, quelques-uns encore. Bonjour, cher monsieur ou madame. Oui, nous allons poursuivre avec les appels, quelques-uns encore. Africa Media. Allô. D'accord, nous allons revenir. On me fait comprendre que le téléspectateur est en ligne. Bonjour. Nous retournons du côté de N'Djamena. J'espère que la connexion est bonne en ce moment pour redonner la parole au professeur Sita qu'il avait avant d'être interrompu. Oui, allez Michel, lieutenant, j'espère que cette fois-ci que la ligne est bonne. Non, j'étais en train de dire que je persiste, je signe que quand on parle de viol, quand on parle des enfants, on n'a pas la même lecture, on n'a pas la même conception, on ne comprend pas les mêmes choses. Vous savez, quand on est venu kidnapper, déporter les enfants ici pour amener, distribuer dans les familles qui avaient besoin des enfants, on a entendu tout ici, des choses vraiment ahurissantes. C'est pour ça que je dis encore une fois de plus, et je suis d'accord avec Simo, qu'on ne peut pas faire confiance à ces armées étrangères, parce que de toutes les façons, que ce soit dans leur mandat, que ce soit dans leur pratique, ce n'est pas la mission, n'est-ce pas, officielle qui concerne la paix qu'elles viennent chercher. Et je ne sais pas pourquoi, on l'a dit tout à l'heure, tout ce silence-là. Mais une fois de plus encore, je dis que l'enfant est un être très sensible. On n'a pas besoin des conventions internationales pour nous le définir. Nous, on le savait déjà, même en Afrique. Et sur ce point-là, je ne comprends pas le silence d'un grand nombre de personnes, et même des ONG, même africaines. Parce que là aussi, je pense qu'il est temps aussi qu'on ait également des ONG africaines qui soient fortes, qui soient capables également de faire des rapports et qui puissent également faire en sorte que ces rapports puissent avoir un écho. Il y a aussi, on l'a dit, au niveau de l'Afrique, il y a un certain nombre, n'est-ce pas, de chefs d'État qui auraient pu également, n'est-ce pas, lever le ton, au moins ne serait-ce que pour dénoncer ces pratiques, comme nous l'avons signalé tout à l'heure, ces pratiques pédophiles, qui n'honorent ni la Centrafrique ni l'Afrique et qui n'est pas vraiment un exemple, n'est-ce pas, à promouvoir. Moi, j'ai suivi les affaires d'Outreau. Je n'ai pas lu ça dans la presse, j'étais à Bruxelles pendant tout ce temps-là. Et je voudrais dire à mon ami Luc Michel que même si on protège les enfants dans les droits conventions internationales en Europe, en Occident, je vous dis que tout ça, vous l'avez vu, c'est des choses qui sont dans les textes.
des gens comme les Douto, il y en a des milliers et des milliers qui kidnappent les enfants à l'âge, n'est-ce pas, mineur, et qui les violent matin, midi, soir, et qui sont très peu inquiétés par la justice. Donc je vous dis que c'est une question de valeur, c'est une question de la notion même de l'enfant. Vous avez vu les États-Unis d'Amérique, pendant que les États étaient en train encore de discuter encore des questions d'homosexualité, de lesbienne, tout ça, la Cour suprême a légalisé officiellement, n'est-ce pas, l'homosexualité et tout ça. Et aujourd'hui, on veut avoir des enfants, les homosexuels veulent avoir des enfants, alors qu'ils ne veulent pas faire des enfants. La même chose avec les lesbiennes. Dans ces conditions-là, comment on va parler de l'enfant? C'est pour ça que je vous dis l'histoire de viol, l'histoire de mineurs, des enfants là, ce n'est pas ce qui est écrit dans les textes internationaux là, que quelqu'un respecte, mais nous sommes en déphasage avec la conception même. Et il revient aux Africains eux-mêmes de pouvoir, n'est-ce pas, s'organiser pour protéger leurs valeurs. Et la première valeur africaine, c'est d'abord les enfants. Et ça, je pense, c'est très important. Et ça, il faut le faire. Merci, professeur Sitak. Nous allons très rapidement faire le tour complet avec Monsieur Kamalo Salif Tourabi sur ce sujet que nous sommes déjà en train de déposer. Nous parlons, Monsieur Kamalo, des viols, je vais dire, parce qu'il y en a plusieurs, sur mineurs, cette histoire qui a commencé depuis quelques années déjà et qui prend de l'ampleur. Comment faut-il faire, la question, pour sortir après certainement votre réaction sur tout ce qui a été dit? Proposez-nous des solutions concrètes. Que faut-il faire pour sortir de cette situation en Centrafrique? Merci, monsieur Alain Yetnan. Je pense que la précarité, la famine et bien d'autres facteurs qui minent la condition de vie de la population en situation de conflit sont les conséquences de ce que nous appelons les conflits et que aujourd'hui qui amènent la population dans une situation à aller chercher de quoi survivre. Et je pense que la situation de viol au niveau de la République centrafricaine avec des tout petits enfants de 9 à 10 ans, 12 ans, est vraiment très triste parce que si on comprend que si c'était des mamans, des filles âgées, c'est un peu plus acceptable que d'aller dans une fourchette d'âge de 7 ans à 10 ans. C'est très, très touchant. Mais le problème, ce n'est pas parce que c'est en République centrafricaine. La plupart des pays qui ont connu les conflits armés, on a vécu les mêmes situations, telles que le déploiement des casques bleus dans certains pays du monde. Nous avons assisté à ces viols. Mais la problématique au niveau de Centrafrique est écœurante, c'est parce qu'il y a un taux élevé, moi je dirais un taux élevé des mineurs qui est recensé dans cette compilation des événements. Et qu'en disent les autorités centrafricaines? Je pense qu'aux premières heures de cette situation, la justice centrafricaine a essayé d'en prendre la situation en main pour pouvoir élucider les enquêtes, mais certainement ces enquêtes n'ont pas été loin, comme disaient les prédécesseurs tels que Bandakan le disait. Où en est l'autorité aujourd'hui? Si l'autorité réelle existait, les autorités existaient, les élections qui sont en train d'être tenues aujourd'hui n'allaient pas se tenir. Moi, de mon point de vue technique, en tant qu'expert électoral, je vous avais dit, je vous en avais en parlé plusieurs fois sur le plateau, que les conditions ne sont pas réunies pour aller aux élections acceptables par rapport aux conditions techniques. Il fallait quand même repousser des élections, mettre tous les ingrédients, tous les dispositifs nécessaires pour que nous puissions aller aux élections acceptables. Vous avez vu les conséquences. Le résultat en est que les élections législatives ont été carrément rejetées par la Cour constitutionnelle compte tenu de certaines irrégularités, des incohérences, la capacité de gérer le processus. Et si cela a été le cas, mais pourquoi ne pas annuler l'entièreté même du processus? C'est pour ce double dépense que nous, en tant qu'experts, nous disions qu'il fallait quand même reporter ces élections. Comme la France a l'habitude de le faire, un forcing aux autorités qui sont dans la situation. Et voilà, nous sommes arrivés à cette situation. C'est pour vous dire que même le cas de viol qui est en train de se passer sur les mineurs centrafricains aujourd'hui, les autorités n'ont pas eu une position claire parce que Mme Panza ne peut pas diligenter une enquête démontrant quand même, vous voudrez que mes frères, chers frères panélistes, chers frères africains, si vous voulez que l'Union africaine reprenne sa marque
il va falloir que les Africains, les pays membres de l'Union africaine puissent contribuer au fonctionnement de cette Union africaine, puisque les fonds jusqu'à présent viennent de l'Occident, viennent de l'étranger. Aujourd'hui, si l'Union africaine avait les moyens même de déployer, ne serait-ce que les observateurs pour aller diligenter, enquêter sur cette situation, vous allez comprendre que comme ça n'intéresse pas les Français, ils vont leur dire qu'on va vous couper vos salaires. Et c'est ce qui est en train de se passer. Moi, j'étais quand même optimiste de comprendre qu'au sommet, au récent sommet de l'Union africaine, le Conseil exécutif de l'Union africaine avait demandé à réitérer sa volonté que les pays membres de l'Union africaine puissent contribuer, donner leur contribution pour permettre à l'Union africaine d'avoir une dépendance totale vis-à-vis de l'extérieur. Une fois que vous n'avez pas vos fonds, c'est-à-dire c'est un problème de disponibilité des moyens financiers pour déployer les équipes sur le terrain. L'Union africaine avec Madame Lamine Zouma pouvait, s'il y avait les moyens nécessaires pour envoyer les gens sur le terrain. Mais malheureusement, on ne dispose pas d'un panier qui peut quand même couvrir ces activités. Les activités que l'Union africaine couvre aujourd'hui, c'est les interventions dans les élections, et envoyer les observateurs à 3-4 jours de l'élection, ça ne dit absolument rien parce qu'ils ne prennent pas en amont le processus électoral pour décrier les incohérences et les acquis engagés. Donc, c'est de vous dire que l'Union africaine, nous devons faire en sorte que nous puissions faire la plaidoirie auprès des pays membres pour que chaque pays membre puisse contribuer sa part pour le fonctionnement de cette institution, afin que nous puissions couper le lien ombilical avec l'Occident. Parce que ceux qui vous donnent de l'argent ne voudraient pas que vous allez au sens contraire de leur vision. C'est ce qui se passe. Vous avez même écouté, comment dirais-je, le président français, François Hollande. Il n'est pas tout à fait d'accord, n'est pas tout à fait sûr des accusations qui ont été portées sur les mineurs. Et comme le disait le professeur Sitak, c'est bien vrai qu'en Afrique, chez nous, en Afrique, l'enfant est un être sensible. Et c'est auprès de cet enfant que nous retrouvons la vérité. Tout ce qui a été révélé sur le terrain, les enfants n'ont pas menti. Chez nous, les enfants, quand tu veux attendre une vérité dans une certaine zone, dans une certaine situation, il faut s'approcher auprès des enfants. C'est les enfants qui peuvent vous dire la vérité. Pour en trouver une solution, pour en sortir de cette carcane, il va falloir que les autorités centrafricaines, quel que soit le candidat qui remportera les élections, il va falloir que tout le monde puisse essayer d'aider cette autorité, mettre les institutions en place pour que la population regagne son domicile. Parce que se loger au pied de l'aéroport, ce n'est pas un cadre idéal, ce n'est pas un cadre adéquat. Et les conditions de vie ne permettent pas à cette population, c'est ce qui les amène à aller demander les boîtes de sardines, les morceaux de pain pour survivre. Je pense que c'est d'arrêter la situation, la guerre, le conflit, pour que nous-mêmes les Africains, nous puissions comprendre que tout ce qui nous arrive, c'est né au conflit que nous-mêmes nous créons. Pas seulement nous qui les créons, les Occidentaux c'est nous les entretenons. Les Occidentaux nous créent des conflits et nous les entretenons. Donc, il est de notre devoir de mettre fin à cette situation pour que nous puissions comprendre. Parce que si c'était les soldats africains tout à l'heure, je pense que la justice ou bien les associations internationales des droits de l'homme, telles que Transparence et Human Rights Watch, auraient déjà quand même fourni leur rapport pour décrier les armées africaines. Moi, je suis parfaitement content de comprendre que les unités africaines qui ont été impliquées dans cette situation, les États dont ils se relèvent ont pris l'initiative de rappeler leurs éléments et faire justice. Au moins, là, on comprend, même aujourd'hui au niveau de la France, franchement, nous avons des difficultés. Et c'est les leçons que nous devons tirer, nous les Africains, à partir de cette situation. On ne peut pas venir piller nos richesses, piller nos biens et piller nos enfants et détruire aussi l'avenir de nos enfants. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Kamalo Salif Tourabi. Nous allons très rapidement prendre un dernier tour de table sur ce sujet. Tour de table très bref. C'est vrai que nous sommes en train de parler d'élections également en Centrafrique. Je vous annonçais, Monsieur Jules Ndiaoui, à l'entame de cette émission, que nous ne parvenons pas encore à avoir. Nous allons insister. Et puisque les Centrafricains sont dans les urnes aujourd'hui, sont dans un contexte électoral, en ce jour particulièrement, nous prendrons M. Jules Ndiaoui jusqu'à la fin, nous tenterons de le prendre
même si nous ne serons plus en train de parler de la Centrafrique, nous ferons un break pour qu'il nous fasse l'état des choses, qu'il nous dise exactement ce qui se passe en Centrafrique et justement l'analyse que lui-même fait de ce deuxième tour des élections du côté de la Centrafrique. Alors, nous allons rapidement, je le disais, en moins d'une minute, un dernier tour de table. Père Noah Sadio, je commence par vous. Alain, comme nous l'avons dit et comme avec tous mes co-panélistes, l'Afrique doit changer de manière. Nous-mêmes, on doit être responsables de nos actes à travers le voisinage. Et les militaires qu'on envoie sur les terrains doivent être responsabilisés. Parce qu'il y a des pays quand même qui participent à ces actions, mais qui travaillent très très bien. M. Bandakani venait de dire quelque chose. Nos ONG, nos ONG. Il y a la RADO, la RADO qui concerne un de mes compatriotes. Je ne vois pas ceux qui travaillent. Ou bien ces ONG se sont créés pour pouvoir profiter des richesses et devenir des Manitou dans les avions et tout ça. Mais ce n'est pas qu'ils défendent les causes des Africains. Je ne vois jamais leur empreinte quand l'Afrique est en difficulté. Il faut qu'ils réfléchissent. Et puis ces ONG doivent parler aux gens à l'Union africaine. Une Union africaine où personne ne cotise, les plus grands bavards sont toujours en retard dans leur cotisation. Vous voulez qu'on aille où? Et c'est l'Europe qui nous soutient. Mais je l'ai dit, celui qui t'amène au restaurant tous les jours, quand il bavarde, tu la fermes. Parce que sinon tu ne mangeras pas et tu ne bois pas. C'est lui qui paye. Alors, il faut laisser tout. Quand on te prend trop en charge, tu deviens l'esclave de quelqu'un. Merci beaucoup, Père Noah Sadio. Alors, avec vous, M. Simon. Oui, monsieur, j'ai l'impression que la France, depuis des années, pratique la règle des 3 V. C'est-à-dire violence, viol et vol. Et ça, c'est depuis des années. Et les conséquences, la violence, on l'a vu en Côte d'Ivoire, on l'a vu en Libye. Le viol, n'en parlons pas en Centrafrique. Le vol, dans tous les pays africains, 14 pays africains, à travers le franc CFA. C'est ça qui nous bloque. Et maintenant, la voie de sortie, c'est quoi? C'est demander à tous les pays africains de chasser les bases militaires partout en Afrique. Partout. C'est la règle essentielle. Sinon, on va passer toute la vie sous la botte de ces gens-là. Il n'y aura pas moyen de s'en sortir. Tant que les bases françaises sont partout en Afrique, il est temps que les Africains se lèvent comme un seul homme pour mettre un terme à cette histoire. Et j'interpelle ici tous les chefs d'État africains, tous les panafricanistes et tous ceux qui pensent qu'il faut libérer l'Afrique pour que, comme un seul homme, on dise à ces gens de rentrer chez eux. On n'a pas besoin d'eux. Parce que le jour où ils partiront de l'Afrique, la paix va s'installer. Comme je dis encore toujours ici, ils ne fabriquent pas les armes pour les vendre aux anges. Ils sont en Afrique parce qu'il faut vendre les armes et nous opposer les uns aux autres à travers ce qu'ils appellent régions en qui je ne crois même pas parce que à cause de cette histoire, on est dans la merde totale. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Simo, président Bandakani. Alain Michel Yedna, on nous dit qu'aujourd'hui, il y a le deuxième tour de l'élection en Centrafrique. Oui. Et on fait croire aux Africains que, alors, ce qui se passe là-bas, on va appeler ça démocratie. Je prends encore à la suite de mon ami Simon les Africains à témoin pour qu'ils comprennent le type de démocratie qu'on est en train de leur servir. J'ai toujours appelé ça la démocratie des esclaves, la démocratie néocoloniale, qu'il faut rejeter radicalement. Je dis qu'il faut rejeter radicalement. On ne démocratise pas une néocolonie. On ne démocratise pas un pays qu'on a amené 50 ans en arrière au régime de tutelle. Ceux qui ne parlent de démocratie aujourd'hui, et moi je suis un vrai démocrate parce que j'ai donné ma vie, j'ai lutté pour la démocratie, mais pas cette démocratie néocoloniale qu'on est en train de nous servir. Alain Michel Yedna, ceux qui nous parlent de démocratie aujourd'hui, je voudrais vous rappeler, ils ont colonisé, esclavagisé le continent et l'ont colonisé pendant plus de 300 ans. Pourquoi n'ont-ils pas implanté, durant ce long règne, où ils avaient tous les pouvoirs en Afrique, pourquoi n'ont-ils pas implanté la démocratie à ce moment-là, s'ils croyaient que c'est une bonne chose pour les Africains? Mais il faut qu'on ouvre les yeux. Bon, les gens qui ont eu à nous coloniser pendant des siècles, et qui prétendent qu'ils nous aimaient, des siècles, et ils avaient tous les pouvoirs à ce moment-là pour implanter la démocratie, ils disent ok, on va les civiliser. Ils n'ont pas fait ça. Ils nous ont indigénisés. Ils ont nié notre humanité. Maintenant, ils surgissent un matin. Ils disent que non, vraiment, c'est une bonne chose pour vous. On va vous reciviliser en vous démocratisant. On va vous conduire à la démocratie. Je l'ai toujours dit ici et je veux le maintenir jusqu'à la fin de ma vie. La démocratie, c'est le stade suprême de l'impérialisme. Cette démocratie, réservée pour les esclaves, pour les sous-hommes qu'on est en train de nous servir,
c'est le stade suprême de l'impérialisme. Les Africains doivent rejeter ça. Ils doivent rejeter ça et comprendre que, écoutez-moi bien, je termine. Et comprendre que ce qu'on appelle élection, ce qu'on appelle gouvernance, ces petits concepts-là, sont des moyens qui doivent être mis au service d'une fin. Et là, je reprends ce que mon ami Louis Michel dit souvent, pour bâtir des démocraties de libération, des démocraties de mission, des démocraties qui nous conduisent dans la plénitude de la jouissance de notre souveraineté, pour conjuguer démocratie, indépendance, souveraineté et prospérité. Merci beaucoup, Président Bandakani. En moins d'une minute, Kamalo Salif Tourabi, rapidement. Bandakani, que la démocratie a des difficultés en Afrique par rapport au contexte géopolitique africain. Mais moi, je penserais que s'il ne va pas falloir revisiter la déclaration de Sirte de Mohamed Kadhafi pour voir que si les conditions africaines optées par l'Occident, imposées à nos États, ne prennent pas la dimension réelle même de notre contexte politique ou de nos propres réalités, pourquoi ne pas réfléchir à écrire ou faire en sorte que, comme Mohamed Kadhafi en a fait par le passé avec son livre vert, on met les espèces sur le terrain, revisiter quels sont les arcanes, quels sont les... Qui ne s'identifieront plus jamais à un candidat qui leur sera imposé. Ils ont fait leur choix et ils comptent bien rester tous déterminés sur leur choix. Et donc, je suis un peu déçu moi aussi de vous dire que le deuxième tour des élections en Centrafrique ne connaît pas le même engouement qu'au premier tour. Alors, je viens de vous donner la raison. C'est simplement le fait que le peuple centrafricain ne veut pas être complice d'une mascarade électorale. Le peuple centrafricain ne veut pas être complice d'une tricherie du système international qui veut leur imposer un individu, un candidat. Et donc, ce peuple aujourd'hui est en train d'aller vers une solution de sanction. Et la sanction, pour eux, que ce soit un vote, ça peut aussi être l'abstention. Et donc, restons vigilants, restons objectifs, continuons de sensibiliser, demandons aux puissances qui essayent de faire leur dictat sur cette élection de laisser le peuple décider souverainement de qui devrait être leur président. De laisser le choix du peuple s'opérer, afin que la République centrafricaine retrouve les voies de la paix. Ce peuple-là est déterminé. Ce peuple-là est déterminé à ne pas se laisser voler, à ne pas se laisser voler sa révolution, à ne pas se laisser voler son changement, à ne pas se laisser voler sa reconstruction, à ne pas se laisser voler son engouement vers la paix. Et donc, nous devons tous, nous, Africains, accompagner ce peuple à faire valoir raison. Jules Diawé, peut-être pour sortir définitivement, quel candidat pressentez-vous au vu de l'ampleur que vous remarquez sur le terrain? Quel est le candidat que vous pressentez? Je ne dis pas celui pour lequel votre cœur penche. Je peux vous dire que nous avons sillonné sur les 16 régions ou provinces de la RCA. J'ai sillonné les 14 des 16 régions et l'enquête que nous avons faite nous donne des résultats, nous révèle un certain nombre de choses. Le candidat Faustin Archange Touadéra est le choix du peuple, il est plébiscité à tous les niveaux. Partout il arrive, il fait des foules de 5 000, 10 000, 15 000 personnes parce que lorsqu'il était Premier ministre, il a payé régulièrement les salaires. Alors, le peuple estime que pendant que lui, Touadéra était Premier ministre et qu'il payait tous les salaires, à l'opposé de son challenger qui fut lui aussi Premier ministre, qui leur a laissé 25 mois d'arrêt de salaire. Alors, dans un pays comme la RCA, où les citoyens ne vivent que de leur salaire, ils n'ont pas d'autre source de revenus, priver un peuple de 24 mois à 25 mois de salaire, c'est l'envoyer casse-pipe, c'est le pousser à prendre les armes, c'est l'envoyer dans la rébellion, c'est l'envoyer dans la pauvreté extrême, c'est l'envoyer simplement vers la mort. Donc le peuple centrafricain a fait son choix depuis le premier tour. Vous savez très bien que Faustin Archange Touadéra ne comptait pas parmi les challengers de cette élection. Il est la surprise électorale électorale en Centrafrique. Donc, c'est la preuve qu'il est en symbiose avec ce peuple qui a décidé
la jeunesse, tous les vieux, même les gens du troisième âge sont venus en disant nous venons voter le candidat numéro 2, ne nous donnez pas le papier du candidat numéro 1. Et c'est une ironie parce qu'en fait, sur la fiche de vote, vous avez le candidat numéro 1 et le candidat numéro 2. Et il y a des gens qui vous disent carrément déchirer la face du candidat numéro 1, je ne veux pas le voir. Donc, vous savez, quand on dit des choses comme ça, c'est très significateur. Ça démontre à quel point le peuple est en symbiose avec Faustin Archange Touadéra. D'accord. Je vous en prie, messieurs. Nous comprenons que vous qui êtes sur le terrain, vous êtes mieux placés. Vous l'avez dit, vous avez sillonné plusieurs régions. Vous êtes mieux placés pour nous dire exactement ce qui se passe, pour qui penchent les Centrafricains en apparence, on doit le dire, parce que c'est à l'issue justement de ce deuxième tour que nous saurons exactement qui de Touadéra et de Dolo-Guélé aura été choisi par le peuple centrafricain. Ce qu'on retient, c'est que les Centrafricains, le peuple centrafricain attendra beaucoup de son prochain président. Donc, ces scrutins sont censés sortir le pays de 3 décennies de violence qui ont ravagé pratiquement la Centrafrique depuis le renversement du président François Bozizé. Nous allons très rapidement donner sa trentaine de secondes également à Dalvaris Ngunju pour ne pas sombrer dans, je crois que c'est la partialité sur ce plateau. Dalvaris Ngunju sur le sujet, vous allez conclure également et puis nous passons à l'autre. Oui, très rapidement, Alain Michel. Parfois en Afrique, nous avons une très petite erreur que nous commettons parfois. Les femmes qui font la cuisine le savent beaucoup mieux que moi. Quand vous prenez les mêmes ingrédients, vous suivez la même recette, le même mode de cuisson, c'est différent que le repas que vous avez à la fin soit différent, même si vous le faites 10 ou 20 fois. Dans le cadre centrafricain, c'est plus ou moins les mêmes ingrédients. Au début de la crise, il est question de Michel Doutoudja, qui en réalité travaillait pour la France. Quand il quitte, il veille à ce qu'il y ait une personne, premièrement qui est la bomba de maire de Bangui, Samba Panza, ensuite président de la transition, aucune expérience politique, et au service de la France, qui travaille avec sa France. Et actuellement, on est en train de parler d'une élection. Tout à l'heure, notre ami et frère Jules Diaoué a parlé de choix des Centrafricains pour 2 candidats. Mais moi, je pense que les Centrafricains n'ont pas eu un choix. En réalité, à Bangui, aujourd'hui, il y avait eu un seul choix. Et le choix, c'était de choisir la France. Pourquoi ? Parce que ces 2 candidats, que ce soit Dolo-Guélé, que ce soit Touadéra, ces personnes travaillent, ancien Premier ministre pour les 2, en réalité travaillent pour la France, pour les intérêts français. Mais maintenant, étant donné que la politique est l'art du possible et que gouverner, c'est provenir, je me dis qu'il faudrait, voilà, le souhait, c'est que le candidat qui doit remporter les élections, entre guillemets, puisse gouverner, puisse laisser les accords secrets qu'il a passés, quand nous savons qu'ils ont passé des accords probablement avec le colon, mais se mettre au service de leur peuple. Et le minimum qu'il puisse faire, c'est de demander que les troupes étrangères, en l'occurrence françaises qui sont en Centrafrique, puissent quitter la Centrafrique. Pourquoi ? Parce que depuis 50, 60 ans qu'ils sont en Centrafrique, là on est en train de voir le résultat. Là on ne peut pas laisser les mêmes ingrédients qui sont les forces françaises en Centrafrique et espérer qu'au lendemain des élections, que nous puissions avoir des résultats différents. Tant que les Français seront là-bas, tant que les étrangers seront là-bas, la Centrafrique ne doit pas être en paix. La Centrafrique ne peut être en paix qu'avec pour les Centrafricains. Merci beaucoup, monsieur Dalvaris Ngunju. C'est sur ce que nous allons passer au prochain sujet. Et nous parlons maintenant du doigt accusateur que pointe Washington depuis quelque temps déjà sur Kigali. Et j'ai introduit mes propos tout à l'heure avec les propos de Madame Linda Thomas-Greenfield, la secrétaire d'État adjointe pour l'Afrique, qui disait ce qui suit. Un certain nombre de rapports de collègues sur le terrain laissent penser que le gouvernement rwandais est impliqué dans des activités déstabilisatrices au Burundi. Et puis, il y a un autre monsieur Thomas Perriello, c'est l'émissaire spécial du gouvernement américain pour l'Afrique des Grands Lacs. Il est venu renchérir en disant qu'il y avait beaucoup d'informations crédibles sur le recrutement de réfugiés burundais dans des camps au Rwanda afin de participer à des attaques armées conduites par l'opposition burundaise armée contre le gouvernement burundais. Nadège Gouini signe l'élément qui va suivre. À quand le retour de la paix et de la stabilité dans la région des Grands Lacs?
Depuis l'annonce de la candidature de Pierre Nkurunziza fin avril et sa réélection en juillet 2015 au sommet de l'État burundais, rien ne va plus dans ce pays. Mais alors que l'Union africaine et les Nations unies s'activent à trouver une solution pour réconcilier les frères burundais, de nouvelles révélations de la Maison-Blanche viennent susciter de nouvelles interrogations quant à l'avenir de la paix dans la région des Grands Lacs. En effet, Washington a accusé cette semaine le Rwanda de vouloir déstabiliser le Burundi, notamment en recrutant des réfugiés burundais pour les enrôler dans une opposition armée contre le régime du président Nkurunziza, témoignant par la même occasion la détérioration des relations entre ces deux alliés. Déjà en décembre dernier, Refugee International, une ONG américaine, avait conclu dans son rapport que des Burundais étaient recrutés, entraînés, armés dans des camps de réfugiés à Mahma, dans le sud-est du Rwanda, avec pour objectif de renverser Pierre Nkurunziza. Des accusations réitérées la semaine dernière par un groupe d'experts onusiens qui auraient recueilli des témoignages dans ce camp de réfugiés. Mais en décembre 2015, la ministre rwandaise en charge des réfugiés, Séraphine Mukantabana, a qualifié le rapport de Refugee International de pitoyablement pauvre. Ils auraient été établis, selon elle, dans le seul but de nuire au Rwanda. Depuis le début de la crise et malgré toutes les menaces de sanctions brandies par la communauté internationale, le gouvernement burundais n'a cessé d'accuser le président Paul Kagame d'inciter ses opposants établis au Rwanda de vouloir le chasser du pouvoir. Pour rappel, les États-Unis avaient vivement condamné la candidature à un troisième mandat du président burundais, jugeant, comme pour bon nombre de pays africains, que le chef d'État devait respecter la Constitution limitant à 2 le nombre de mandats présidentiels. Washington a posé les mêmes exigences pour Paul Kagame au Rwanda et Joseph Kabila Kabange en République démocratique du Congo. Luc Michel, Washington est historiquement un grand allié du Rwanda. On se demande ce qui se passe. Pourquoi les États-Unis se lèvent justement pour accuser directement le Rwanda d'être en train de s'organiser pour déstabiliser Bujumbura? On est au niveau des États-Unis avec un pompier pyromane qui n'a aucune honte. Parce que la déstabilisation du gouvernement légal, légitime et démocratique du Burundi, elle est l'œuvre des États-Unis, avec ses alliés de Bruxelles et de Paris. Mais ce qui se passe, il faut retourner, on me dit que j'en parle souvent, mais au fameux sommet USA-African Leader d'août 14. Rappelez-vous, Obama décide d'une vague de changement de régime en Afrique que j'ai appelé le printemps africain, parce que c'est visiblement une copie du soi-disant printemps arabe. On sait ce que le printemps arabe a apporté au monde arabe. Libye détruite, Tunisie déstabilisée, Égypte revenue au pire moment d'une dictature militaire, etc. Et à ce moment-là, il désigne ouvertement 15 gouvernements. Dans ces gouvernements, il y a aussi bien Nkurunziza que Kagame. À partir de ce moment-là, les Américains, ce sont des mouvements de grande ampleur avec du temps. Ils décident tout d'abord de s'attaquer à Nkurunziza, qui est considéré comme le maillon faible. Et il se passe quelque chose que les Américains n'ont pas prévu, c'est que Nkurunziza, il leur dit non, non et non, il organise des élections, il a un soutien massif de la population, les élections se font démocratiquement. Ce n'est pas Luc Michel qui le dit, parce qu'on me présente comme l'avocat de Bujumbura. Celui qui dit que les élections ont été libres et démocratiques, c'est l'ambassadeur Martins, qui dirigeait la mission de monitoring de l'Union africaine. Il dit que toutes les élections, les municipales, les législatives, ont été démocratiques. Bon. À partir de ce moment-là, on arrive au mois de juillet, je suis sur les plateaux, à l'époque je me fais incendier par tout le monde, à part mon ami Bandakani, et j'explique qu'on est passé au stade suivant de la révolution de couleur au Burundi, exactement comme ce qui s'était passé en Ukraine en 2014, c'est le temps des escadrons de la mort. Vous vous souvenez peut-être des snipers sur le Maïdan. On sait aujourd'hui que c'était des mercenaires polonais recrutés par le parti de Poroshenko. Ça a été avoué par un député européen polonais, donc à Bruxelles. C'est la même chose. Il y a des escadrons de la mort qui arrivent. On abat des personnalités du régime Nkurunziza, dont le numéro 2 qui dirige des services secrets, et on abat des gens de l'opposition. Le but, c'est la guerre civile.
c'est provoquer la guerre civile, et si possible, des nouvelles tensions génocidaires. Tout ça, c'est de nouveau pas Luc Michel qui le raconte, c'est développé dans un rapport de 65 pages du procureur général du Burundi qui établit. D'où viennent les escadrons de la mort? Ils viennent du Rwanda. Lorsque se pose la question... Donc, je ne vous interromps pas pour que ceux qui sont à la maison nous comprennent bien. Tout ce qui se passe au Burundi comme trouble depuis quelque temps déjà, c'est du Rwanda, en fait. Non, pour être plus clair. C'est des États-Unis qui se servent du Rwanda, je vais y arriver. D'accord. Bon, qu'est-ce qui se passe alors à partir de ce moment-là? Lorsque l'Union africaine propose d'envoyer des troupes d'interposition, Bujumbura dit non dans la capitale, mais ce qu'on n'a pas expliqué, à part moi non plus sur les plateaux d'Afrique Média, le ministre des Affaires étrangères Nyamitwe, que dit-il? Il dit nous sommes d'accord pour une mission, mais envoyons-les où il faut sur la frontière du Rwanda. Le Rwanda n'agit que parce que les États-Unis veulent la tête de Nkurunziza. Ce qui se passe avant les escadrons de la mort, c'est-à-dire la révolution de couleur, la tentative de putsch qui est quasiment patronnée par l'Afrique comme au mois de mai, qui échoue, la tension pendant les élections, qui concerne ce que mes collègues de la presse russe ont appelé un Maïdan burundais, parce que ça ne concerne que quelques quartiers de la capitale. Tout ça est organisé par les ONG américaines, par la fameuse NED, qui est la vitrine légale de la CIA, par les organisations de M. Soros, et par la fondation de Soros Osiwa en Afrique du Sud, qui finance notamment les radios libres qui appuient le coup d'État du mois de mai. Mais à partir du moment où vous passez à l'étape suivante, c'est-à-dire à la violence, aux escadrons de la mort, parce que c'est bien ça qu'il s'agit, il faut, pour les créer, il faut des camps d'entraînement, il faut des approvisionnements en armes. Vers qui les États-Unis se dirigent-ils? Vers celui qui est leur meilleur allié depuis 30 ans dans la région, le régime de Paul Kagame. Le problème, c'est que les Américains, et nous avons déjà abordé le sujet sur Afrique Média, moi j'ai dit que c'était toute l'ironie de la situation. C'est qu'au moment où on dit à M. Nkurunziza dégage, on dit à Kagame dégage. Parce que l'administration Obama est dans une logique, ils ne veulent plus des régimes à hommes forts. Ils veulent des démocraties marionnettisées, le genre qu'on a installé justement en RCA, dont vous venez de parler. Et dans l'affaire ici, je vais vous expliquer, en fait, le département d'État, il joue au billard à 3 bandes. C'est-à-dire qu'au départ, on a visé Nkurunziza, et ça n'a pas marché. Ceux qui m'ont dit pendant des mois que Nkurunziza allait parler, il est là, il a un régime stable, le régime est plus fort qu'avant la crise, parce qu'il a une adhésion nationale. L'armée qui représente aujourd'hui, ce n'est pas l'armée du génocide, c'est une armée nationale avec des Hutus, avec des Tutsis, et avec les populations nilotiques dont on ne passe jamais, qui sont la 3e ethnie du pays, qui sont d'origine pygmée. À partir du moment où ça ne va pas Nkurunziza, le département d'État, il est passé à l'étape suivante, on s'occupe de M. Kagame. Et ils sont en train de lâcher celui qui a fait le sale boulot pour Kagame. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de le lâcher? Ils sont en train de le lâcher pour 2 raisons. La première, c'est parce que les États-Unis sont pris la main dans le sac. C'est-à-dire qu'avant les rapports du département d'État, le département d'État qui a du culot, il y a un rapport des Nations Unies. Et le rapport des Nations Unies explique comment on recrute des escadrons de la mort, comment les armes viennent. Le rapport des Nations Unies établit les filières d'arrivée des armes, notamment à Bujumbura, et il établit que les 3 mouvements de rébellion armée qui sont apparus soudainement au mois de juillet sont évidemment marionnettisés par le Rwanda. Une fois pris la main dans le sac, les États-Unis se dégagent, et ça les arrange bien, puisque maintenant ils ont un prétexte pour embêter Kagame, qui leur a dit non. Et Kagame, à très grande vitesse, est en train de s'éloigner des États-Unis. Lorsqu'il y a eu le sommet USA-African Leader, j'ai fait 3 émissions avec Bachir Mohamed Ladan en direct, si vous vous souvenez. J'ai dit à ce moment-là, on m'a regardé avec sceptique, j'ai dit, Obama va fabriquer une génération de nouveaux présidents panafricanistes. Tous les gens qu'il va vouloir éjecter, ceux qui voudront conserver le pouvoir, vont devenir panafricanistes. M. Kagame commence à avoir un discours panafricaniste.
Le président du Burundi a un discours. Il n'y a pas que lui, il y en a d'autres, mais on ne va pas aller dans tous les pays. Parce que si vous voulez résister à cette menace de l'Occident, il vous faut deux choses. Il vous faut une idéologie qui vous permette de résister, c'est le panafricanisme, et il faut l'appui des masses panafricaines. Nkurunziza les a. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez toute cette comédie du département d'État, où les gens qui ont mis le feu, qui jettent du pétrole, qui ont allumé la mèche, si Obama n'avait pas soulevé le problème de l'élection au Burundi, n'avait pas soulevé le problème de l'élection au Rwanda et dans d'autres pays, il n'y aurait pas tout ça. Ces présidents ont été réélus sans problème. Et vous avez donc le pyromane qui a encore les mains dégoulinantes de pétrole, qui a encore le briquet dans la main et qui fait maintenant la leçon à Kigali. Voilà où on en est. D'accord. Donc l'accusateur est ici le véritable auteur, le véritable coupable. Dalvaris Ngunju, je vais revenir sur ce point plus tard, mais j'aimerais qu'avec vous on aborde un peu les relations entre le Rwanda et le Burundi. En réalité, ce sont deux États, deux petits États, si on peut le dire entre guillemets géographiquement, mais qui sont également voisins. Ceci étant... Qui sont voisins, mais qui... apparemment, justement, mais qui ont beaucoup, voilà, qui ne s'entendent pas. Ouais. Mais en réalité, qui ne s'entendent pas du fait des intérêts. Beaucoup plus parce que le président Nkurunziza ne joue pas le jeu des intérêts occidentaux, dans la mesure où le Paul Kagame joue bien son rôle, ou alors a bien joué son rôle pendant un certain nombre de temps. N'oublions pas que le conflit à l'est de la RDC, aujourd'hui, est entretenu par les puissances occidentales, notamment les États-Unis, parce que les États-Unis ont utilisé pendant longtemps le Paul Kagame pour atteindre un certain nombre d'objectifs et piller les richesses de la RDC jusqu'à aujourd'hui. Mais par le cas d'espèce de cette tournée, je prends les événements, je m'en félicite. Parce qu'il y a de cela environ 3 semaines, j'ai soulevé ce rapport des Nations Unies pour le Conseil de sécurité qui était encore secret à l'époque. Et beaucoup de personnes, tant certains co-panélistes ici là sur le plateau pensaient que nous sommes des personnes qui supportions seulement Nkurunziza, qu'il n'était qu'un dictateur, alors que les faits étaient têtus. Notons tout simplement qu'en réalité, les États-Unis font juste une fuite en avant. Ce sont les pompiers pyromanes et ils savaient clairement que le rapport était secret et ce rapport a été adressé au Conseil de sécurité. Au niveau du Conseil de sécurité, tout le monde pratiquement était au courant, que ce soit ses proches alliés tels que l'Angleterre ou alors la France, mais d'autres personnes qui ne sont pas proches aux États-Unis tels que les Russes, etc., etc. Mais les Russes pratiquement étant actuellement en état conflictuel entre guillemets avec les États-Unis, ont pris disposition pour que le document puisse fuiter. Mais à côté de cela, nous devons noter, le rapport est clair. Le rapport dit clairement qu'au Rwanda, il y a des instructeurs. Beaucoup sont rwandais, d'autres sont étrangers. Dans l'étranger, on peut mettre beaucoup de choses. Mais on procède à l'entraînement au maniement des armes, aux tactiques militaires, à l'entretien des fusils d'assaut et des mitraillettes, mais surtout à l'endoctrinement idéologique. Là, c'est l'aspect le plus dangereux, à l'endoctrinement idéologique. Et le but ultime, c'est de faire partie du président Nkurunziza. Mais si Nkurunziza n'est pas tant aimé par son peuple, est-ce qu'on a besoin des armes pour le faire partie? Son peuple ne l'aurait pas voté. Ça, c'est un. Et surtout, à côté de cela, c'est pourquoi nous devons encore nous retourner vers le président Idriss Déby Itno, qui est actuellement le président en charge de l'Union africaine, qui a bien pris disposition avec la sage décision de ne pas envoyer les troupes armées au Burundi sur un coup de tête. Cela montre que nous avions raison depuis. Les États-Unis sont juste en train de faire une fuite en avant. Ils savent que tout ce qu'ils faisaient dans le noir est découvert. Et actuellement, il faut dire que Kagame est en train de préparer les hommes. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on le sait. C'est depuis que Kagame est en train de vouloir faire partie Nkurunziza. Parce que Nkurunziza n'est pas en train de jouer dans le jeu. Et nous, les Africains, nous devons toujours tirer la grande leçon. C'est que quand des personnes viennent de l'étranger, quand des personnes nous incitent à vouloir faire partie de quelqu'un, il faut se poser la question. Dans beaucoup de cas, il faut se poser la question. Il faut savoir que cette personne-là est en train de défendre les intérêts qui sont dignes d'être défendus. Donc, c'est important. C'est prévu que les leaders, c'est vrai qu'il y a encore à Bujumbura, dans pratiquement les 119 communes de tout le Burundi, il y a eu des manifestations de soutien à Nkurunziza. Ce qui montre clairement que le peuple burundais est derrière Nkurunziza. Et il y a eu beaucoup de manifestations devant l'ambassade même du Rwanda à Bujumbura, pour montrer la déception du peuple burundais par rapport à ce que le président rwandais est en train de faire contre la nation burundaise. Mais ce qui est très important de souligner dans le contexte actuel, c'est que
nous ne devons plus tomber dans le piège d'envoyer nos hommes défendre les intérêts des personnes que nous ne connaissons pas. Le président Nkurunziza est là pour son peuple, est là pour l'Afrique et nous devons le soutenir. Et ce n'est pas fini. Parce que Kagame va aussi être extrêmement fâché. Il doit probablement mettre les bouchées doubles pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et nous, en tant qu'Africains, nous devons le soutenir, le président Nkurunziza, qui n'est en train de défendre que la Constitution. Rappelons-le toujours dans le fond du dossier. Lui n'a rien modifié. C'est même Kagame lui-même qui a modifié la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Lui, il n'a que fait respecter Nkurunziza les accords de Arusha, qui ne disaient pas clairement que le premier mandat était son mandat. En réalité, c'était un mandat tampon. Donc, il est dans son droit. Il a le peuple burundais avec lui. Et les Africains doivent le soutenir. D'accord. Et je ne sais pas si c'est le père Sadio ou alors M. Simon qui dit souvent, vous l'avez repris en quelque sorte, que quand les Occidentaux veulent la mort de quelqu'un, c'est que c'est une bonne personne. Voilà. Avant de repartir du côté de N'Djamena, d'aller à N'Djamena, leur donner la parole, j'aimerais que M. Simon nous donne son point de vue sur la question. Oui, merci, M. Héna. Je voudrais intervenir en donnant 2 proverbes africains qui disent que si tu vas au marché du piment, tu trouveras le vendeur de piment. Si tu vas au marché du piment, tu trouveras le vendeur de piment. Forcément. Les Américains qui viennent en Afrique, ils vont se frotter au piment africain. Qu'ils le sachent. Et j'ai aussi l'impression que quand on a un marteau dans la tête, on voit tous les problèmes sous la forme d'un clou. Donc, je pense que ces messieurs qui viennent en Afrique pour s'amuser avec nous, ça commence à les chauffer. Ils commencent à se poser des questions sur leur présence en Afrique. Donc, je pense qu'ils commencent à faire très attention. Parce que nous, ici, on dit toujours que, qu'on le veuille ou pas, nous, on va soutenir les présidents africains qui travaillent pour leur peuple, qui viennent raconter toutes leurs histoires, n'importe comment, on ne va pas être avec eux. Nous connaissons les présidents africains qui travaillent pour notre compte. Et on va les soutenir, qu'ils le veuillent ou pas. Un jour, ils prendront leur truc et leur clan pour foutre le camp de l'Afrique comme ils sont venus. Et je dis encore, j'interpelle ici encore le président Idriss Déby, qui vient d'être élu, et je compte sérieusement sur lui parce que je sais que c'est un panafricaniste. Il y a des gens qui disent que oui, il est arrivé par un coup d'État. Je dis qu'il soit même arrivé par un coup de tonnerre. Il va travailler pour l'Afrique et on va compter sur lui pour libérer l'Afrique. Je suis convaincu que ce monsieur, que les Africains lui donnent même 2 mandats à la tête de l'UA parce qu'il est en mesure de libérer l'Afrique. Parce que quand vous voyez un monsieur qui a pris son armée pour aller défendre le Mali, il a botté les Français et on a tout fait pour lui jouer des poux sur la tête. Parce que même si quand tu es chauve, les Français vous trouvent les poux dans la tête, on a tout fait pour raconter des histoires sur son compte et on l'a chassé du Mali. Jusqu'au jour, il continue à défendre l'Afrique. S'il est arrivé à la tête de l'UA, après, quand on sait qu'il y a 2 mois, il va quitter la tête du Tchad, ça veut dire que le peuple tchadien et le peuple africain lui font confiance. Donc ce monsieur doit rester à la tête de l'UA, même pour 2 mandats pour libérer l'Afrique, et je compte beaucoup sur lui. Et tout ceci, que ce soit pour, comme il a déjà commencé à dire qu'on ne va pas envoyer les troupes au Burundi, ça c'est sûr que même la CPI et tout ce que les Africains veulent, il va jouer sur cette histoire-là pour qu'on soit enfin libre. Je compte beaucoup sur le président Idriss Déby. De toutes les façons, les doléances ne font qu'aller à son endroit depuis qu'il a été porté à la tête de l'Union africaine. Les Africains lui envoient leurs doléances et je suis sûr qu'il est à l'écoute. Nous allons donc faire un tour du côté de N'Djamena, mais avant, nous avons beaucoup d'appels et nous allons essayer de les prendre maintenant. Nous commençons par ce premier appel. Bonjour messieurs, bonjour madame. Merci de nous rejoindre. Nous parlons du Burundi, nous parlons surtout, pas de Pierre Nkurunziza forcément, mais nous sommes... Bonjour à toute la galaxie panafricaine, bonjour à tous les Africains, bonjour à tous les panafricanistes à travers le monde. C'est de ça depuis le Canada. J'aimerais revenir un petit peu sur le viol des enfants parce que c'est un sujet très sensible pour les Africains et les hommes dignes ou les hommes qui sont encore hommes. Et les enfants sont une ressource très très importante pour tout le monde. Je veux dire, ici en Occident, voilà comment ils classent si on doit classer les êtres humains, on a les enfants, on a les chiens, les chats et on a les hommes ensuite. Donc il est quand même étonnant que ces gens en Afrique disent qu'ils ne font pas confiance à la parole des enfants. Je vous dis juste que si on fait un essai en Occident, on se rend compte très vite que juste la parole d'un enfant, on vous fout en tôle et on fait les enquêtes ensuite. C'est comme ça qu'ils procèdent ici.
Donc, il faut aussi que les Africains sachent que les Occidentaux ont élevé le viol. Ce n'est pas moi qui le dis. Je pense que nos panélistes l'ont déjà dit. Je pense Bandakani. Ils ont élevé le viol en une arme de guerre. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire pour jouer dans notre subconscient. Et l'UA est morte. Nous, les Africains, nous le savons, l'UA est morte. Et c'est pour ça que quelqu'un qui se situe de l'autre côté, il dit que nous avons besoin des institutions fortes. Non! Nous le disons encore, nous n'avons pas besoin des institutions fortes. Les hommes précèdent les institutions. Et j'ai entendu des Africains dire dernièrement qu'ils ont besoin des institutions fortes. Je dis non. Nous avons besoin des hommes forts comme Idriss Déby, des hommes forts comme Mugabe. Et là, sur les problèmes actuellement que nous avons en Afrique, nous avons vraiment besoin qu'Idriss, notre grand frère, notre père et notre panafricaniste, se mette à l'avance et qu'il prenne les choses en main. Nous avons besoin qu'il, du moins, diminue ou essaie d'annihiler l'influence des Occidentaux, soit en diversifiant les partenariats. Je pense que nos panélistes l'ont déjà soulevé à plusieurs reprises. Pour le problème du Burundi, à force de faire des pirouettes, je pense que nous pensons tous que les USA sont en train de perdre la tête à force de faire des pirouettes. Ils sont vus, ils sont connus de tous. On sait que c'est eux qui sont derrière ces manipulations. De toute façon, ils vont vers leur perte et nous serons là pour les voir tomber. Merci Afrique Média, merci d'exister pour nous. Bonsoir. Bonsoir, cher monsieur, merci de nous avoir appelés. Derrière vous, un autre appelant. Bonjour. Bonjour, cher monsieur, on vous écoute. Rebonsoir l'Afrique, rebonsoir chers panélistes. Les fantasmes des Européens, tout ce qui se passe en Afrique, on sait que ici, il y a tous les mauvais coups, il y en a beaucoup qui sont planifiés de l'extérieur, qui sont destinés à nous déstabiliser. Donc, les fantasmes des Européens et de l'Occident les mènent à croire toutes sortes de choses, d'idées absurdes et complètement dénuées de toute substance de raisonnement et de bon sens. Ces derniers fantasment sur une supériorité que leur serait propre vis-à-vis du peuple noir. Ils prétendent avoir apporté la civilisation à l'homme noir et n'avoir rien acquis de ce dernier. Or, nous étions les premiers sur cette terre, nous avons tout créé. Bon, ils se sont vraiment des maîtres dans le déni. L'une des caractéristiques les plus remarquables de l'OTAN, de l'Occident de ces derniers siècles, c'est le déni. Déni systématique de tout ce qui prouve l'absurdité de leur prétendue supériorité et ce qui conteste leur fantasme de civilisateur. Il est à nous, Noirs d'Afrique, de mettre fin à ces fantasmes du blanc qui ne cesse de nous rabaisser, piétiner notre dignité d'homme et n'a jamais cessé de dénier notre humanité. Donc, en fonction de ça, j'appelle et je dis qu'il est impératif que toutes les nations africaines développent un nationalisme. Un nationalisme étayé d'un panafricanisme. Seul un nationalisme panafricain éclairé peut amener les peuples d'Afrique noire au véritable souverainisme. C'est nous qui avons, ceux qui ont, après avoir subi de telles épreuves, en vue de notre récente histoire, nous devons impérativement nous réunifier. Ceci est fondamental pour la suite. Nous devons, sur plusieurs plans, qui ont pour la convergence un seul horizon, celui de la prospérité et de la souveraineté des nôtres. Donc pour cela, D'accord, merci pour cet appel, cher monsieur. Nous allons prendre un autre appel. S'il vous plaît, soyez un peu bref dans vos interventions. Bonjour, monsieur, nous vous accueillons. Bienvenue. Je vous appelle monsieur Stéphane de Pointe-Noire. On vous écoute. Oui, je voulais participer à l'émission. Je vous salue d'emblée, vous tous qui êtes là, panafricanistes. Vous êtes mes aînés quand je vois vos